Ménoir, il est marié depuis plus de 30 ans avec Nadia, qui elle est une sorte de petit bout de femme très très courageuse. Cette famille est normale, il y a un père, une mère, 3 enfants. Dans le quartier, c'est les gens qui font pas de bruit, quoi. Il est 5 h du matin, il va y avoir 3 témoins qui vont entendre un cri. Nadia Twill a été violemment agressée. C'était des coups extrêmement violents, portés sur la tête. Clairement, c'est quelqu'un qui vient d'être assassiné. On est chez des anciens gros gagnants du loto. 434 000 € à l'époque. Quand les enquêteurs tombent sur son casier, ils disent waouh. Il a assassiné l'homme ou la femme avec qui il vivait. Il l'a débité en morceaux. Il y a une répétition à 25 ans d'intervalle. Il n'y avait pas de preuve matérielle de culpabilité. En réalité, on a un dossier totalement vide. Nadia est en coma profond. Le seul espoir de faire rebondir l'enquête, c'est que par miracle, elle survive. Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. Une scène d'horreur, c'est ce que des passants découvrent un matin dans une rue de Bondy en région parisienne. Une femme gisant dans une mare de sang avec d'énormes plaies sur le crâne. Avec de telles blessures, ils en sont convaincus. La victime est morte. C'est aussi ce qu'a dû se dire son agresseur. Pourtant, elle respire encore. Nadia Twill, c'est son nom, s'accroche à la vie. De leur côté, les enquêteurs ne sont pas non plus au bout de leur surprise. Plus ils creusent dans la vie de cette mère de famille, plus ils se rendent compte que les suspects sont nombreux. Alors, était-elle simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, ou bien cette agression est-elle plus personnelle? La réponse dans ce document de Chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. « 30 décembre 2012, 5 h moins le quart du matin. Une femme referme sans bruit la porte de sa maison. C'est un dimanche, et à cette heure de la nuit, les rues sont désertes. Elle marche d'un pas décidé. « 5h07, soit 18 minutes plus tard, dans une rue isolée, un riverain entend des plaintes et des gémissements sous ses fenêtres. Sur le trottoir, la femme est allongée, inconsciente, baignant dans une mare de sang. Elle a le crâne défoncé. À première vue, elle semble morte. Ce dimanche matin, veille du jour de l'an, est le point de départ d'un des faits divers les plus surprenants de l'histoire criminelle de ces 20 dernières années. Nous sommes à 18 km de Paris, dans la zone pavillonnaire de Bondy. C'est ici que vivent Nadia et son mari, Ménoir, mariés depuis 30 ans, ainsi que leurs 3 enfants. Le quartier où vit la famille Twill, c'est plutôt un quartier résidentiel, une maison tranquille, avec un voisinage tranquille, calme. C'est pas la cité, ce sont pas les beaux quartiers non plus. C'est un petit pavillon de banlieue parisienne. Vu de l'extérieur, cette famille est normale. Il y a un père, une mère, 3 enfants. Ce sont des gens qui sont en apparence sans histoire particulière, qui entretiennent des relations normales avec le voisinage. Dans le quartier, c'est les gens qui font pas de bruit, quoi. Chez les Twill, le pilier s'appelle Nadia. Elle a 53 ans et c'est la mère de famille. Une femme exemplaire qui ne ménage pas sa peine pour assurer le confort de son foyer. Chaque matin, avant le lever du jour, Nadia quitte sans bruit la maison alors que tout le monde dort encore.
Elle est la seule à travailler alors qu'ils sont 4 à la maison. Les enfants sont scolarisés. Monsieur est à la maison, mais parce qu'effectivement, il a déjà un âge avancé, il a travaillé. Ça fait quand même 30 ans, alors qu'elle n'est pas loin de la retraite, qu'elle se lève tous les matins à 5 heures pour tenir la caisse d'un supermarché. Hein. Elle a même comme principe, depuis quelques années, finalement, de ne plus dormir dans le lit conjugal, mais dans la cuisine, pour ne pas finalement déranger la vie des autres. Donc c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui veut que les choses se passent bien, que ses enfants aient ce dont ils ont besoin. C'est une mère aimante. Depuis 30 ans, elle partage son existence avec Ménoir, 66 ans, un homme dynamique et très agréable selon son entourage. Il est sympathique parce qu'il est très abordable, on peut discuter de tout avec lui, il est même marrant, il est plutôt simple, et alors il se promène en vélo aussi. Un type sympa. Il a des occupations, le jardin, il entretient la maison, il répare à droite à gauche un petit peu tout ce qui peut être défectueux. Et puis c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui s'entretient énormément. Ménoir est un jeune retraité comblé, car il s'est très bien débrouillé dans sa vie professionnelle. C'est un ancien carrossier automobile qui finalement a réussi à avoir un peu d'argent à un moment donné et s'est mis à faire de l'immobilier. Et il a toujours fait de très bonnes affaires immobilières. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été un peu à l'abri de l'argent. Une famille tranquille donc, sans problème particulier, jusqu'à cette veille de jour de l'an 2013, où son destin bascule. C'est un dimanche. Nadia est de service à la caisse de son supermarché. Elle tient à continuer à travailler. Pour elle, c'est très important. Mais cette fois, elle n'arrivera jamais à son poste. On est en plein pendant les vacances de Noël 2012 et donc le 30 décembre, elle part comme tous les jours. Aux alentours de 4h30, 4h40, elle ferme la porte de leur maison du pavillon de Bondy pour aller prendre le premier train de banlieue. Quelques minutes après le départ de Nadia, aux abords de la gare de Bondy, plusieurs habitants de la rue Rudyard Kipling se réveillent en sursaut. Il est 5h du matin, il va y avoir 3 témoins qui vont entendre un cri. Et comme des bruits de lutte. Il y a quelqu'un qui va découvrir un corps au sol. Bon, il y a du sang, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave, c'est évident. Cette femme qui vient de hurler dans la nuit, c'est Nadia, la pauvre mère de famille, gîte inanimée sur le sol. Elle est comme morte. Elle baigne dans son sang. C'est quelqu'un qui a été violemment agressé, manifestement avec une arme, peut-être une batte de baseball, une hache ou voilà, quelque chose qui a occasionné de graves blessures, au point que physiquement, effectivement, au niveau du visage, on se posait la question de savoir si c'était un homme ou une femme. C'était des coups extrêmement violents, portés sur la tête, des coups destinés à tuer. Le passant qui la découvre ose à peine s'approcher de ce qui semble être un cadavre. Immédiatement, les riverains appellent les pompiers et quelques minutes plus tard, ils sont sur place. Mais pour les témoins présents, il est sûrement déjà trop tard. Miraculeusement, il reste encore un souffle de vie. Ce qui paraît incroyable vu l'état de la personne au sol. Tout le monde pense qu'elle va pas s'en sortir. Ah ben le pronostic vital est engagé. Sur place, les enquêteurs procèdent aux premières constatations pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Les toutes premières investigations commencent. Le sac à main de la victime a disparu, son téléphone, son passe Navigo également ont disparu. Ce qui, immédiatement, évidemment, leur fait penser à un crime de rôdeur. Pour les policiers, cela ressemble à une agression crapuleuse. Le genre de fait divers qui n'est pas rare dans le quartier. D'habitude,
Les vols avec violence se limitent à quelques coups de poing, mais cette fois, la victime se retrouve entre la vie et la mort. L'enquête, qui s'annonce banale, va basculer dans une affaire criminelle hors norme. Tout commence par l'identification de la victime, toujours dans le coma. Seulement voilà, elle n'a plus ni sac à main, ni portefeuille. Mais ce jour-là, les policiers ont de la chance. Grâce à la fouille, on va l'identifier par un bon d'achat sur lequel il y a son nom, Nadia Twill. Une habitante du quartier. Reste aux policiers à s'acquitter d'une mission difficile, prévenir la famille du drame qui vient de se jouer. On va se rendre au domicile de Nadia Twill. On va envoyer un équipage de la BAC de nuit qui va sonner. Et là, il va y avoir un peu de temps parce qu'évidemment, c'est une famille endormie. Le premier à ouvrir la porte, c'est le mari de Nadia, Ménoir. On va lui expliquer que c'est la police, qu'il s'est passé quelque chose, que son épouse a été agressée. Ménoir semble tétanisé par la nouvelle. Sous le choc, il ne dit rien. Visiblement, il a du mal à encaisser le coup. La réaction de Ménoir Twill lorsqu'il apprend l'agression de son épouse, j'ai envie de dire qu'il a une attitude, alors déjà de quelqu'un qui vient de se réveiller, qui est pris au saut du lit, et puis qui apprend que son épouse est entre la vie et la mort. Réveillés en sursaut, Ménoir et son fils n'en croient pas leurs oreilles. Nadia est à l'article de la mort. Immédiatement, les policiers commencent leur enquête. Ils vont également tomber donc, sur le fils aîné de Ménoir Twill, qui va venir également indiquer que tout le monde dormait et qu'ils ont été réveillés par, je crois, les aboiements du chien, lui-même réveillé par les coups de sonnette des fonctionnaires de police. Pour les enquêteurs, l'hypothèse de l'agression pour vol se confirme, car ils apprennent que depuis plusieurs semaines, Nadia s'inquiétait pour sa sécurité. Elle avait croisé une bande de délinquants. Le père comme le fils vont aussi raconter aux enquêteurs, mais vous savez, elle s'était plainte plusieurs fois d'avoir été embêtée sur son chemin le matin par une nouvelle bande, précisément à l'endroit où la violente agression a eu lieu. Ce témoignage sur cette éventuelle présence de bandes un peu violentes, corroborée avec l'absence de carte bleue, ça fait tilt immédiatement. Au petit matin, les policiers sont donc à la recherche d'une bande de petits voyous qu'ils espèrent bien coincer dès qu'ils se mettront à utiliser la carte bancaire de Nadia. Il est à peine 7h ou 8h du matin, tout le dispositif est déjà en place pour identifier l'éventuel meurtrier. La carte bleue est immédiatement mise sous surveillance par le centre interbancaire. Dès qu'elle sera utilisée, les enquêteurs le sauront dans la seconde. Mais les enquêteurs n'ont pas que la carte bleue. Ils disposent aussi de deux choses. Ils disposent du pass Navigo et du téléphone portable. Et ces éléments aussi, ils vont les mettre sous surveillance. Et ils vont attendre. Les policiers doivent compléter leur dossier. Il faut rédiger un rapport. Et alors qu'ils entrent toutes les données de cette affaire dans l'ordinateur de la brigade, ils ont une grosse surprise. Le nom de Nadia Twill existe déjà dans leur fichier. Et elle aurait déjà été agressée. Mais pas par des rôdeurs. Les policiers mettent à jour un lourd secret familial. On s'aperçoit qu'elle est connue en tant que victime de faits de violence commis par l'un de ses fils sur sa personne. Le fils en question, c'est Damien. Et le soir de l'agression, il n'était pas au pavillon familial. Alors, aurait-il récidivé? Qui est donc ce jeune qui s'en prend ainsi à sa mère? C'est un jeune qui, à l'époque,
flirte avec la délinquance, qui commence à être connu de la juridiction de Bobigny. Et c'est le frère de Damien, Fabien, qui explique alors aux policiers que derrière les apparences tranquilles d'une famille sans histoire se cache en réalité un climat de grande tension, à tel point que Nadia s'était rendue plusieurs fois au commissariat pour signaler les agissements de son fils. Il va dire, écoutez, il faut que vous sachiez une chose dans la famille, c'est que ma mère est très fâchée avec mon frère. Ils ont eu un problème, mon frère a été violent à une époque, si bien qu'il a dû être placé pour des actes de violence sur sa mère. Damien Twill est donc un jeune homme en proie à des crises de colère qui n'épargne pas sa mère, Nadia. Un élément important pour les policiers. La première piste que vont explorer les policiers, c'est celle-là. C'est de se demander si par extraordinaire, ce ne serait pas son fils qui serait l'auteur de cette grande violence à l'encontre de sa mère. Ça va être la première piste de l'enquête, savoir où se trouve le fils à ce moment-là. Ménoir, le père de famille, explique aux policiers que Damien a été placé dans un centre fermé pour adolescents difficiles et que, en théorie, il y est toujours. Or, ce centre se trouve près d'Orléans, à 140 km de Bondy, soit à 2h30 de route du lieu du drame. Les policiers s'interrogent. Premier coup de fil est finalement pour cette institution et le responsable dit, écoutez, moi j'ai une certitude, c'est que la veille au soir à 22h, il était présent. Donc je le vois mal sortir, faire un aller-retour d'Orléans jusqu'à Bondy, revenir, ça n'a pas l'air de tenir. Ça n'a pas l'air de tenir, effectivement, mais ça n'est pas irréalisable. Comment s'assurer que Damien était bien à Orléans et pas à Bondy cette nuit-là? Les investigations continuent et les policiers font mouche. Les policiers vont se rendre compte qu'il y a une caméra de vidéosurveillance d'une maison de retraite qui a été à même de filmer une personne. L'agresseur a peut-être été filmé et il y aurait moyen de vérifier s'il s'agit de Damien. Immédiatement, les enquêteurs se précipitent à la maison de retraite. Ils saisissent les bandes vidéo. Et voici les images qu'ils en extraient. Elles sont impressionnantes. On y voit en effet une première personne seule. On va l'identifier comme étant Nadia, qui sur le trottoir de gauche chemine à 4h47, 5h12 vers le RER qu'elle va prendre pour aller prendre son travail. Et 4, 5, 6 minutes plus tard, mais pas plus, on voit un vélo passer à toute allure dans le sens contraire. Qui peut bien être ce mystérieux cycliste? Juste un témoin ou plutôt l'agresseur? Les policiers examinent la photo de plus près. C'est une image furtive, fugace. C'est pas une vidéosurveillance de très grande qualité. On va s'apercevoir sur la base de ces photos que l'on ne voit pas grand-chose, pour ne pas dire rien, si ce n'est assurément un vélo, manifestement une ombre, et donc par définition quelqu'un qui fait du vélo. Une seule chose est certaine, le cycliste n'a ni la carrure, ni la morphologie de Damien, le fils de la famille. D'ailleurs, son alibi est confirmé par des témoins à Orléans. Ce point est rapidement vérifié et cette piste est totalement écartée. 48 heures après l'agression, l'enquête semble s'enliser. Car après la piste Damien, reste l'hypothèse de la bande de voleurs, mais elle ne va rien donner. Ce qui quand même, au bout de 48 heures, inquiète terriblement les enquêteurs, c'est que la carte bleue, le téléphone portable et le pass Navigo, au bout de 48 heures, n'ont toujours pas été utilisés. Donc, crime de rôdeur, je veux bien, mais ne pas utiliser la carte bleue,
commence finalement à raconter peut-être une toute autre histoire. Il faut aller chercher ailleurs. Les policiers sont dans une impasse. La scène de crime ne fournit aucun indice matériel, la vidéo est inexploitable, la carte bancaire volée n'est pas utilisée et la victime est toujours plongée dans un coma profond. D'autant que les constatations médicales sur la victime font état de coups extrêmement violents, d'un acharnement sans nom, avec plusieurs coups de hache, comme si on en voulait personnellement à Nadia. Pour les enquêteurs, quelque chose ne tourne pas rond. Et ce n'est pas tout. Un ultime rebondissement va confirmer leurs soupçons et les plonger dans un dossier criminel hors norme. Au commissariat, ils se penchent sur la personnalité de Ménoir, le mari de Nadia, et ils mettent la main sur un passé judiciaire très fourni. Quand les enquêteurs tombent sur son casier, ils disent « Waouh !» Ce nom va ressortir des fichiers de police, cette fois-ci en qualité d'auteur, pour une histoire qui a eu lieu 20 ans auparavant. Le type a quand même été condamné à 20 ans de prison. On est au-delà de la surprise, c'est un élément qui va bouleverser totalement l'enquête. Et là, il faut replonger dans le passé de Ménoir et on n'est plus du tout sur la même histoire. Ménoir Twill, un repris de justice qui a déjà été condamné à 20 ans de prison. Les policiers recherchent le motif de cette condamnation et ils découvrent qu'il a été reconnu coupable d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Une terrifiante histoire qui s'est déroulée 30 ans plus tôt, en 1981. Les enquêteurs vont découvrir que Ménoir Twill était inquiété parce que la personne avec qui il vivait a disparu du jour au lendemain. Tout s'est joué dans le centre de Paris. Ménoir file alors le parfait amour avec Jean-Claude Maire, un jeune styliste de 27 ans. Il va faire une rencontre aussi étonnante que déterminante, puisqu'il va tomber sur Jean-Claude. Il s'avère que ce monsieur Jean-Claude était, lui, clairement homosexuel, et surtout qu'il était en phase de transformation de genre, puisqu'il s'apprêtait à devenir une femme. Et entre Ménoir et Jean-Claude, c'est une sorte de coup de foudre. Tous les témoins de l'époque vont le dire, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour pas banale, car Ménoir accompagne le changement de genre de son compagnon Jean-Claude. Tout se passe très bien, mais en 1981, ce couple qui vit depuis 13 ans un amour sans nuages connaît soudainement des difficultés. Entre les deux amants, l'ambiance s'est nettement dégradée. À un moment donné, Jean-Claude se lasse un peu de Ménoir, parce que Jean-Claude travaille, c'est lui qui nourrit le foyer. Là, il commence à y avoir des problèmes. Ménoir est de plus en plus dur. Et il pique le blé, il pique le fric de Jean-Claude. Jean-Claude n'a quasiment plus rien. Et tout l'argent va à Ménoir. Et ce n'est pas tout. À cette même période, le chemin de Ménoir croise celui d'une jeune femme très à son goût. Parallèlement au fait qu'effectivement il vit avec cette personne, il va faire la connaissance de Nadia. La jeune femme n'a que 18 ans et elle connaît peu de monde à Paris. Ménoir, de 15 ans son aîné, se montre alors sous son meilleur jour. Là, elle le rencontre au puce. Il travaille, il connaît des gens très, très importants, qui connaît tout le monde au puce, qui restaure des objets. En tous les cas, il se montre beau. La jeune fille est sous le charme. Et si Ménoir lui explique qu'il vit avec quelqu'un, il ajoute que c'est une histoire terminée. Cette personne va partir vivre ailleurs. Nadia n'en saura pas plus. On est le 13 avril 1981. Pour la première fois, Ménoir et Nadia
vont coucher ensemble. Et dès le lendemain, c'est la disparition de Jean-Claude. Jean-Claude va totalement disparaître. À Bondy, les policiers continuent de découvrir l'étonnant parcours de Ménoir. Jean-Claude disparu, Ménoir et Nadia filent le parfait amour, à tel point que le 22 juin 1981, un mois après leur rencontre, Ménoir épouse Nadia pour le meilleur et pour le pire. Alors que les tourtereaux sont en pleine lune de miel, un rebondissement tragique vient ternir leur belle histoire. Début septembre 1981, des employés municipaux qui travaillent dans le bois de Vincennes, aux portes de Paris, font une macabre découverte. Un cadavre, affreusement démembré et décapité, celui de Jean-Claude. La tête étant retrouvée dans un puits au fond de la Seine-et-Marne par deux enfants qui jouaient au football et qui venaient d'en faire tomber le ballon pour aller récupérer et qui sont tombés sur cette tête-là, qui permettra d'identifier la personne qui a effectivement disparu et qui vivait avec Ménoir Twill. Une enquête démarre aussitôt sur ce meurtre et logiquement, les policiers s'intéressent à la dernière personne qui a vu la victime vivante, Ménoir Twill, son compagnon au moment de sa disparition. Et ils découvrent que le couple ne s'entendait plus du tout. Pour les policiers, Ménoir avait donc un mobile. D'abord, c'est les voisins qui vont dire qu'il y avait de plus en plus de scènes de ménage. Et surtout, Jean-Claude a raconté à de nombreuses personnes qu'il voulait se séparer. Les enquêteurs privilégient la piste du crime passionnel. Selon eux, Ménoir n'aurait pas accepté que Jean-Claude le quitte. Ménoir Twill s'était débarrassé de Jean-Claude Maire parce qu'il avait l'intention de partir. On va pas mettre longtemps à comprendre que s'il y a un meurtrier possible, c'est Ménoir. Pour sa défense, Ménoir affirme avoir un alibi. Mais rapidement, les policiers se rendent compte que cet alibi ne tient pas. Ménoir est alors interpellé et placé en garde à vue. Même s'il clame son innocence, il est mis en examen. Tout l'accable en effet. Pourtant, il reste une personne qui s'obstine à le croire. Cette personne, c'est Nadia, toujours follement amoureuse de ce beau garçon. Elle va témoigner en sa faveur, mais elle va expliquer également que tous ceux qui mettent en cause Ménoir Twill dans cette affaire sont des fous. Il sera condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Pour la justice, l'affaire est réglée. Ménoir est un meurtrier. Mais pour Nadia, les choses ne sont pas aussi simples. Elle croit aveuglément son mari et elle est persuadée qu'il fait les frais d'une dramatique erreur judiciaire. Nadia va passer 12 années de sa vie au parloir à soulager, soutenir, rassurer, réconforter Ménoir Twill. Il va faire 13 années de détention et à la sortie, elle l'attendra et elle fera sa vie avec Ménoir Twill, avec la volonté de construire une famille et d'avoir des enfants. À Bondy, les policiers qui découvrent aujourd'hui le parcours de Ménoir Twill se rendent compte qu'ils sont tombés sur un personnage hors du commun. Et en déroulant la suite de son histoire, ils vont s'apercevoir que cet ancien condamné leur réserve encore bien des surprises. À sa sortie de prison, Ménoir Twill donne l'impression d'avoir vraiment changé. Il fonde avec Nadia un foyer très harmonieux. Elle est plutôt réservée, elle a visiblement jamais eu d'amoureux. Et lui est très assidu et a très envie de construire quelque chose avec elle. En tous les cas, c'est comme ça qu'elle le ressent et c'est comme ça qu'au final, les choses se passent. Finalement, cette très très belle histoire d'amour, c'est la belle histoire qui continue quelque part. Et leur joie est immense lorsqu'en 1994 naît le petit Fabien, l'enfant du bonheur.
Puis ils sont comblés avec l'arrivée de leur petite fille Fanny. Ils voulaient aussi un troisième enfant et en 1997, leur vœu est exaucé avec le petit dernier. Aux yeux de la justice, Mainoir Twill a payé sa dette. Mais une nouvelle fois, sa vie va être totalement bouleversée. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur ce plateau d'auto. Ce soir de 2005, Mainoir est devant sa télévision. C'est un joueur régulier du loto. Il regarde distraitement tomber les boules et il n'en croit pas ses yeux. Il a coché les numéros gagnants. On est chez des anciens gros gagnants du loto. Et surtout, ils vont gagner le gros lot, qui est un lot conséquent, environ 434 000 € à l'époque. 434 000 €. La famille Twill est aux anges. Les années noires semblent derrière eux et leur avenir s'annonce radieux. Ça leur permet d'accéder à la propriété, ce qu'ils n'auraient probablement jamais pu faire s'ils n'avaient pas eu ce gain. Un gros lot en poche, une jolie maison en banlieue et un foyer qui baigne dans la joie. Si Nadia profite pleinement de ce bonheur les premières années, les enquêteurs découvrent qu'au fil du temps, des tensions apparaissent. Cette famille va s'avérer beaucoup plus compliquée que l'on ne pensait. C'est vrai que Mainoir, pour ceux qui le connaissent, a un côté un peu macho, chef de famille à l'ancienne, quoi. Il y a bien évidemment le fils qui est placé. Il y a aussi cette fille qui, depuis des années, est en conflit avec son père, au point d'avoir demandé son placement. C'est quand même assez étonnant. En fait, Mainoir Twill veut que tout le monde lui obéisse au doigt et à l'œil. Les disputes se multiplient au sein du foyer. Fanny, la fille de Mainoir Twill et de Nadia, elle va parler de violence. Elle va être assez prolixe sur le climat de terreur que faisait régner Mainoir à la maison et sur l'emprise qu'il avait sur sa femme. Je perçois qu'il n'y a plus de vie commune entre les époux et qu'ils ne partagent plus rien. Ce sont pour moi deux colocataires. Et un détail qui est assez significatif, il m'explique que ça fait au moins une quinzaine d'années ou plus qu'il ne mange plus la nourriture de sa femme. Il se prépare ses propres repas. Mainoir Twill, c'est quelqu'un d'oisif, il est très soucieux de sa personne, il a des maîtresses. Et je pense que Nadia l'a senti. Nadia était prête à accepter beaucoup de choses de la part de son mari, mais pas qu'il la trompe. Pour elle, l'histoire d'amour est terminée. Elle va trouver le courage d'engager une procédure de divorce. Elle va aller jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation. L'ordonnance de non-conciliation va attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame Twill. Et Monsieur Twill a, de mémoire, 3 mois pour quitter le domicile. Quelques jours après l'agression de Nadia, alors que l'enquête s'enlisait, les policiers ont désormais un suspect et un mobile. Mainoir Twill aurait pu vouloir tuer Nadia parce qu'elle exigeait le divorce, avec à la clé le partage de tout le patrimoine du couple acquis grâce au loto. Les enquêteurs décident de le placer discrètement sous surveillance. Mais un événement inattendu les prend de court. Au final, Mainoir Twill n'a peut-être rien à voir dans toute cette histoire. Paris, hôpital de la Salpêtrière, 15 janvier 2013. Nadia est en coma profond. Le pronostic vital, 15 jours après, est toujours engagé. Donc, le seul espoir de faire rebondir l'enquête, c'est que par miracle, elle survive. Et à 7h15, le miracle se produit. Nadia va sortir du coma.
Les enfants n'en reviennent pas. Fabien est à son chevet lorsqu'elle reprend connaissance. Elle est encore très choquée. Mais elle a la force de faire une révélation capitale pour l'enquête. Elle a vu ses agresseurs. Et Nadia Twill va évoquer spontanément, lors d'une discussion avec son fils, le fait qu'elle a été agressée par une ou plusieurs personnes qu'elle identifie comme étant de la communauté sri-lankaise. C'est donc bien une bande de voyous qui aurait attaqué Nadia. Vraisemblablement, ce petit groupe d'agresseurs qu'elle avait repéré depuis quelques jours. Les enquêteurs se précipitent à son chevet pour en savoir plus. Mais il est trop tard. Nadia retombe dans le coma. Et on ne sait pas combien de temps elle va y rester. Alors les policiers se lancent à la poursuite de ces mystérieux Sri-Lankais. Pendant plusieurs jours, tout le voisinage va être passé au crible. On sait qu'on doit rechercher ces gens-là. A priori, rien de bien compliqué, car la communauté sri-lankaise n'est pas très nombreuse dans le département. Mais après plusieurs jours de recherche, il faut se rendre à l'évidence. On ne trouvera rien du tout, que ce soit l'exploitation de la vidéosurveillance, que ce soit en termes d'enquête de voisinage, et personne ne permettra de faire avancer cette piste-là. Retour à la case départ pour les policiers qui se remettent sur la seule piste qu'ils ont identifiée, celle de Ménoir. En analysant ses appels téléphoniques le jour de l'agression de sa femme, ils vont faire une nouvelle découverte assez déconcertante. Le jour des faits, le jour où on découvre sa femme, c'est à 6h du matin et je crois qu'un des premiers coups de fil que Ménoir Twill passe, c'est à un voyant ou une voyante. La téléphonie de Ménoir va faire totalement basculer l'enquête parce qu'on va découvrir que cet homme est totalement accro à la voyance. Donc les policiers se sont intéressés aux voyants, aux voyantes et les ont entendus pour savoir pour quelle raison est-ce que Ménoir allait voir ces gens-là. Ce n'est pas 2 ou 3 voyants que Ménoir consulte régulièrement, mais une bonne douzaine. Et parmi ceux qu'il voit le plus souvent, il y a Brigitte. Avec 30 ans de métier, cette femme est connue dans tout le département. C'était un bel homme. Il posait bien. Ah, j'avais de très très bons rapports avec lui. Hein. Il a toujours été très très correct. Et l'audition de cette voyante fait rebondir l'enquête de façon étonnante. Car ce qu'elle révèle est à peine croyable. Ménoir était obsédé par ce qui pouvait arriver à sa femme, Nadia. Il voulait savoir si cette femme allait décéder. C'était que sa question. Le reste ne l'intéressait pas. Son idée était là, qu'elle allait décéder d'une mort normale, enfin d'un cancer. Et il souhaitait quelque part d'être veuf, hein. Bah oui. J'ai rarement rencontré des gens qui voulaient que leur femme soit malade comme ça, quoi. Moi, je lui disais, de toute façon, elle va pas mourir. On meurt tous, mais elle va pas mourir. Franchement, elle va pas mourir. Ménoir voudrait que Brigitte lui prédise la mort de sa femme. Mais la voyante n'annonce rien de tout cela. Alors son client s'énerve. Bah, quand il a compris qu'elle allait pas mourir de maladie, ça, il s'est fâché pour ça. Ah, il se fâchait quand je lui disais qu'elle va pas mourir. Il est plus venu me voir le jour où j'ai dit de toute façon elle ne mourra pas. Bah, c'est la vérité. La preuve, elle n'est pas morte. À ce stade de l'enquête, les policiers commencent à accumuler des indices contre Ménoir, mais toujours aucune preuve tangible contre lui. Alors pour tenter d'en découvrir plus, ils perquisitionnent le pavillon du couple. Ils vont être amenés à faire une perquisition au domicile familial. On va passer toute la maison, au Blue Star, les lavabos, la machine à laver, les vêtements. On va aller dans le garage pour s'intéresser aussi aux outils, à l'établi. Aucune réaction. Mais dans le garage, ils découvrent un élément intéressant. Ils vont trouver un vélo
on va vérifier si son vélo n'est pas celui de la vidéosurveillance. Ils vont faire des prélèvements, etc. Et ces expertises ne vont rien donner. On ne va pas retrouver de traces de sang. Bref, le vélo ne parle pas. L'enquête est à nouveau au point mort. Il ne reste donc aux policiers qu'une dernière carte, entendre Fanny, la seule des 3 enfants qu'ils n'ont pas encore auditionnée. Fanny, quand elle est au commissariat, elle a cette question qu'elle pose aux policiers, de savoir est-ce que vous savez où était mon père au moment des faits. Les policiers lui demandent pourquoi vous posez cette question et elle dit parce que il y a que lui qui est capable de faire une chose pareille. Il a toujours dit qu'il tuerait ma mère, il a menacé à plusieurs reprises de la tuer et donc je suis sûre que c'est lui. Des menaces de mort. Pour en avoir le cœur net, les policiers décident de montrer la vidéosurveillance à Fanny. Instantanément, Fanny, sa réaction quand elle voit cet extrait de vidéo, c'est de dire « c'est mon père, je le reconnais, c'est la posture qu'il a sur son vélo, c'est-à-dire qu'il a toujours la selle plus haute que le guidon, donc elle le reconnaît formellement, et elle ajoute « il a un vêtement, une doudoune, je crois, kaki, je la reconnais, je suis sûre que c'est lui, c'est mon père, j'en ai aucun doute. » Ce témoignage catégorique pourrait faire basculer l'enquête. Mais un autre, encore plus inattendu, va faire l'effet d'une bombe. « 26 jours après l'agression de Nadia, l'hôpital appelle en urgence les hommes de la PJ. Alors Nadia se réveille. Contre toute attente, et alors que le pronostic des médecins était extrêmement défavorable, au bout de quelques longues semaines, Nadia Twill est audible par les policiers. Donc les policiers vont évidemment entendre Nadia Twill sur son lit d'hôpital. Nadia Twill est une miraculée. Elle revient de très loin. Et pour la première fois, elle a accepté de raconter son incroyable histoire devant une caméra. Je me réveille après mon coma. C'est vrai, quand ils viennent après m'interroger, je vois beaucoup de monde et tout autour de moi. Ça commençait un petit peu à revenir ma mémoire un peu. Et ce qu'elle raconte aux enquêteurs fait froid dans le dos. Une policière va se rendre au chevet de Nadia et va commencer à lui poser des questions sur le point de savoir si elle a une idée ou si elle a des choses à dire. Elle va mettre en cause de façon formelle son mari et elle va expliquer qu'elle a été frappée par lui. Mais alors, pourquoi a-t-elle accusé des Sri Lankais? Nadia ne s'en souvient pas. Selon les médecins, elle délirait lors de son premier réveil. Mais cette fois, elle a recouvré tous ses esprits. Immédiatement, les policiers passent à l'action. Direction, la maison de Ménoir. Les fonctionnaires de police vont procéder donc à son interpellation. Face aux enquêteurs, Ménoir clame son innocence. Le matin de l'agression, dit-il, il dormait à point fermé. Mais les policiers lui opposent une toute autre version, très détaillée, celle de Nadia. Elle leur a tout raconté. Le jour de l'agression, je pars de chez moi à 4h45. Et le dimanche, il n'y a personne. J'entends un bruit, donc moi je me retourne et je le vois, sur le vélo. Ça m'a surpris, je dis qu'est-ce que tu fais là? Il me dit oui, tu m'as appelé, je suis venu. Je dis je t'ai appelé, je dis moi je t'appelle pas, pourquoi je t'appelle? Je dis t'as qu'à partir. Hein. Et je le vois en face de moi. Poser le vélo. Il m'a dit oui, tu vas voir ce que tu m'as fait, tu vas voir. Il m'a frappé le premier coup ici. Là. Je fais comme ça avec ma main, je vois le sang. Déjà, ça m'a fait mal. Et en plus, je vois le sang. J'ai eu très peur. J'ai commencé, moi, à courir. Essayer d'aller à la première maison qu'elle était devant moi pour sonner. Pour sonner, c'est quelqu'un, il va sortir.
Et finalement, je pense que, parce qu'après j'ai eu certainement un deuxième coup, parce que j'ai perdu connaissance. Donc après, j'ai pas vu ce qu'il m'a fait après. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ce que Nadia ne peut pas raconter, ce sont les examens médicaux et les photos de la scène de crime qui le révèlent. Évidemment qu'il y a une volonté de tuer à partir du moment où on tente de fracasser la tête de quelqu'un avec un objet contondant dont on a supposé dans le dossier qu'il s'agissait d'une hache, d'une hachette. C'est parce qu'on veut s'en débarrasser. Pour les policiers, loin d'être l'acte d'un homme fou de colère, cette agression est celle d'un assassin bien organisé. L'hypothèse qui en ressort, c'est que Mainoir Twill, après l'avoir agressé, aurait foncé sur son vélo à la maison pour éventuellement se forger un alibi, c'est-à-dire dire « j'ai rien à voir dans cette histoire, j'étais au fond de mon lit ». La preuve en est, c'est que les fonctionnaires de police, lorsqu'ils sonneront, le retrouveront effectivement endormi ou à moitié endormi. Les policiers en sont convaincus, ils tiennent leur agresseur. Ils ont des indices et des témoignages. Mais sans preuve matérielle formelle, ils espèrent que Mainoir Twill passera vite aux aveux. Il va être placé en cellule, en prison, et mis en examen pour la tentative d'assassinat de Nadia. Mainoir Twill va être entendu à plusieurs reprises et il va systématiquement réfuter toute responsabilité dans le cadre de cette procédure. Il va nier du début à la fin avoir quelque chose à faire avec cette affaire. Les enquêteurs ont déjà l'expérience du premier meurtre. Ils savent qu'il n'avoue pas. Ils savent qu'il n'a jamais avoué. Donc, il faut absolument trouver un moyen de le coincer. Mais on n'a aucun élément matériel, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé les armes, on n'a pas retrouvé de sang, on n'a pas retrouvé cette fameuse veste kaki qu'on a cherchée partout et qui aurait été supposée contenir du sang. Il n'y avait pas de preuve matérielle de culpabilité. Pourtant, les policiers en sont sûrs, Mainoir Twill aurait bien un mobile. Une des clés de cette affaire, c'est le fait que sa femme, Nadia, ça faisait quelque temps maintenant qu'elle essayait de se libérer de l'emprise du mari, qu'elle avait même commencé une procédure dite de divorce. On va retrouver des papiers qu'elle avait cachés dans leur chambre commune, justifiant de cette démarche de divorce. Mais pour Mainoir, le divorce n'est pas une option envisageable. Je dis, écoute, à partir de maintenant, le divorce, moi je ne veux plus rester avec toi. Il me dit, ah ben je suis chez moi, je reste. Hein. Jusqu'à qu'elle a reçu la lettre de l'avocate. Et la seule raison pour laquelle il veut se débarrasser de son épouse, c'est qu'il doit quitter le domicile conjugal et qu'il ne veut pas partir. Pour les enquêteurs, un élément a joué un rôle essentiel dans ce drame. En plus de la menace de divorce, il y avait la perte financière pour Mainoir. Il était absolument certain à ce moment-là que le couple devait se quitter. Mais il restait une chose, les gains au loto. Ah ben Mainoir, l'argent c'est fondamental pour lui. C'est donc l'idée de devoir partager l'argent avec Nadia qui aurait fait de Mainoir un tueur pour la deuxième fois de sa vie. Quand je lui remets cette ordonnance de non-conciliation, il m'a fait une réflexion un peu inquiétante. Il m'explique qu'il fait son jogging le long du canal de l'Ourcq et que tous les matins, quand il voit cette eau, il a les idées noires. Il me dit, vous savez, de toute façon, moi, la prison, j'ai pas peur, j'ai déjà connu. Voilà. Je ne décèle pas en lui un potentiel criminel, mais je me dis simplement que c'est un homme qui est déprimé et que le temps fera son œuvre et qu'il va accepter, il va finir par accepter les choses. Et malheureusement, je me suis trompé. Durant ces 3 années de détention provisoire, le suspect ne change pas de version. Il n'est pour rien, dit-il, dans l'agression de son épouse. Reste à en convaincre les jurés. Car Mainoir Twill est renvoyé aux assises pour tentative d'assassinat. Tout va se jouer sur la confrontation entre lui et Nadia. Car l'un des deux ment. Début 2016,
3 ans après l'agression de Nadia, le procès commence dans une ambiance électrique. Les journalistes présents s'en souviennent encore. Déjà, ce qui marque, c'est que c'est un accusé atypique. Parce qu'il a 69 ans, c'est quand même très très vieux pour le box des assises. Assez élancé, brun, visage émacié. Il va avoir cette espèce d'arrogance maîtrisée qui le rend assez désagréable. On n'a pas en face de nous un type qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de croire. C'est comme si qu'il était fier. Et moi, j'avais peur, je tremblais. Sa femme a failli mourir en recevant des coups sur la tête et a été laissée pour morte dans sa flaque de sang. Et il n'a pas l'empathie qu'on attend d'un innocent. Les débats commencent mal pour Ménoir, car les juges rappellent qu'il a déjà été condamné pour un meurtre horrible. Il faut se mettre dans la tête de ces jurés qui découvrent qu'il a été condamné une première fois pour avoir tué un compagnon qu'il a gagné au loto et que là, il est jugé pour avoir voulu assassiner sa femme à coups de hache. Bon, effectivement, ça fait beaucoup. L'audience se poursuit et tout le monde attend la confrontation entre Ménoir et Nadia. Nadia, elle est là. C'est important parce que les victimes ne sont pas toujours là, surtout quand elles ont vécu des choses aussi terribles. Elle a l'air fragilisée quand même parce qu'elle pleure. Elle est marquée physiquement. On voit qu'elle a quand même une grande cicatrice qui lui barre le front. Voilà, elle va devoir revivre à nouveau ce qu'elle a vécu. On va lui poser des questions qui sont compliquées. À une femme qui a quand même passé 3 semaines dans le coma, dont la mémoire n'est pas au mieux maintenant. Nadia raconte à nouveau son agression, mais elle subit la contre-attaque de l'avocat de Ménoir qui tente de la déstabiliser. L'enjeu il est considérable parce qu'en réalité, aucune preuve scientifique, j'entends. En réalité, on a un dossier totalement vide d'un point de vue indice, preuve matérielle. Le procès semble basculer, car la défense essaie de faire passer Nadia, la victime, pour une femme machiavélique. La question qui va aussi se poser, c'est quel est l'intérêt de Nadia Twill d'accuser son époux? Une réponse toute simple, ce serait potentiellement de s'en débarrasser. Peut-être qu'effectivement, c'est un moyen plus simple pour elle que la procédure de divorce. Et finalement, qui profite aujourd'hui du gain au loto? C'est Nadia. Pourquoi je vais l'accuser? C'est le père de mes enfants, je ne vais pas l'accuser comme ça. Je ne suis pas une folle. Il a couru derrière moi, il m'a suivi, il m'a frappé. Le procès touche à sa fin. L'avocate générale, Sylvie Pence, tente de reprendre la main. Lors de mon réquisitoire, j'avais extrait du dossier une photo du scalp de Nadia Twill en couleur, parce que les médecins avaient été obligés. Il faudrait lui poser la question, je crois, de la raser pour la soigner, parce que c'était des coups extrêmement violents portés sur la tête. Des coups destinés à tuer. Il y a les photos de son visage, mutilé, boursouflé, méconnaissable, juste après l'agression. Et ça, c'était particulièrement insoutenable au moment du procès. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement important pour les jurés qui soient éclairés sur l'extrême brutalité, l'extrême violence des coups qui avaient été portés à cette femme. Pour l'accusé, c'est quitte ou double, acquittement faute de preuves ou condamnation pour tentative d'assassinat. Le verdict tombe, Ménoir Twill est condamné à 30 ans de réclusion pour tentative d'assassinat. Clamant toujours son innocence, il fait appel, mais lors du second procès, sa peine est aggravée. Ménoir finira par être condamné à perpétuité. Je crois qu'il est assommé par la décision, d'une part. Quand vous êtes condamné à l'âge de 70 ans à la réclusion criminelle à perpétuité, il y a plus de chances que vous décédiez en détention que libre au fond de votre lit.
Et c'est à Nadia, miraculée du crime, que revient le mot de la fin de cette incroyable affaire. Il m'a détruit ma vie, il a détruit les enfants, il a tout détruit. Moi, c'est juste à la fin de sa vie que je veux qu'il reste en prison. Parce qu'il ne mérite pas d'être dehors. Si je revenais en arrière, j'étais devant un monstre. Partons maintenant pour la Floride, aux États-Unis. Au cours de l'été 2005, le corps de Roy Andrews, un policier à la retraite, est découvert dans le cimetière de Jacksonville. L'homme était aimé et respecté de tous. Alors qui aurait pu vouloir sa mort au point de le tuer aussi sauvagement? Au bureau du shérif, l'enquête commence. Et ce qu'elle va révéler dépasse l'entendement. Le tueur du cimetière, une nouvelle enquête de Chronique criminelle. Roy était l'homme le plus gentil du monde. Il était drôle et plein de compassion. Il était généreux avec sa famille. Oh mon Dieu. Police secours? Une chose terrible s'était produite au fond du cimetière. Il y a un type allongé par terre. Il y avait du sang sur la porte, sur le siège, sur la vitre arrière. C'est un flic. La victime était Roy Andrews, un ancien fonctionnaire de police. J'ai été très secouée. On l'avait frappé avec un coup de poing américain. Il avait reçu 2 balles. Celui qui l'avait tué lui en voulait personnellement. Et on ne savait ni qui ni pourquoi. Je ne voyais pas qui aurait pu en vouloir à mon père. Je veux arrêter le meurtrier et le mettre en prison. Il n'y avait pas de témoins. On partait pratiquement de zéro. On n'avait pas le moindre élément pour nous mettre sur la piste d'un suspect. C'est très frustrant. Le meurtrier n'allait pas s'en tirer après avoir tué un de nos agents préférés. Jacksonville, en Floride. Bordée par l'océan Atlantique, avec ses kilomètres de plage et ses parcs gigantesques, c'est la destination rêvée des touristes aux États-Unis. Mais un matin de l'été 2005, un événement terrible va plonger la ville tout entière dans l'effroi. Et cela commence par une découverte macabre au cœur même d'un des cimetières de la ville. Oh mon Dieu. Police secours? Je suis au cimetière de Greenlawn. Il y a un type allongé par terre et il y a du sang. Immédiatement, le bureau du shérif envoie des enquêteurs sur place. Karen Smith arrive parmi les premiers. La première chose que j'ai vue, c'est la victime. L'homme était étendu sur le trottoir sur le côté gauche, juste à côté de son pick-up. Le premier policier sur les lieux avait commis une erreur. Il avait pris son portefeuille. Qu'est-ce que vous faites? C'est un flic. Du coup, l'enquête a pris une tournure beaucoup plus alarmante. Un policier tué, le cauchemar des enquêteurs. La victime est l'un des leurs. Il s'agit de Roy Andrews, un ancien agent du bureau du shérif, âgé de 64 ans et retraité depuis 9 ans. Mon père avait le caractère idéal pour le service public. Il était drôle et plein de compassion. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on a? Le lieutenant Bruce Baker est chargé de l'enquête. Examine le corps et la voiture. Eileen Simpson est sa coéquipière. Il était dans le virage, au bord du trottoir. Et une trace de sang suivait la pente du terrain. C'est Roy Andrews. Roy était l'homme le plus gentil du monde. J'étais furieuse qu'un homme bien, qui n'avait jamais rien fait de mal, ait été tué et abandonné par terre comme un détritus. Voir un homme qui s'était consacré à protéger sa communauté durant 30 ans, finir roué de coups et abattu dans un cimetière, c'était odieux et triste.
Le meurtrier n'allait pas s'en tirer après avoir fait ça à un de nos agents préférés. S'il croyait pouvoir le tuer et le laisser là, on ne le permettrait pas. Un policier a été tué. Le temps presse. Immédiatement, les enquêteurs passent la scène de crime au peigne fin. Et rapidement, ils mettent la main sur des éléments suspects. Il y avait des empreintes de chaussures. On a demandé aux techniciens d'en faire un moulage. Roy présentait une blessure par balle à la tête et il y avait des traces de poudre sur son épaule. D'après les premières constatations, le policier aurait été abattu à bout portant. On savait qu'il avait été tué sur place, que c'était la scène de crime. Il n'avait pas été assassiné ailleurs et déposé là. Le sang avait coulé dans le caniveau et il y en avait beaucoup. Le corps n'avait pas été traîné. Il était à l'endroit où il était tombé. À quelques pas du corps de la victime, un pick-up porte les traces d'une lutte acharnée. La portière passager était ouverte. Il y avait du sang sur la porte, sur le siège, sur la vitre arrière. Avec de la chance, on pourrait extraire un ADN de ce sang ou une empreinte du suspect. Quand on prend un échantillon, il arrive qu'on obtienne ce qu'on appelle un mélange. S'il s'agit de deux individus, il y a de fortes probabilités pour que le labo puisse distinguer la personne A de la personne B s'il dispose d'un point de comparaison. Les enquêteurs n'ont pas de doute. Roy a tenté par tous les moyens de se protéger. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. Regarde. Une casquette traînait par terre à côté du pick-up. Un indice qui pourrait mener la police à son agresseur. Elle avait un logo avec des flammes et Roy Andrews était un homme âgé. Il n'aurait pas porté ce genre de casquette. Au poste de police, l'équipe commence à étudier minutieusement chaque élément rapporté de la scène de crime. On avait le pick-up, on avait des traces de sang, on avait les vêtements de Roy, on avait une casquette de baseball et des empreintes de chaussures en 3 dimensions. Mais il leur manque une pièce essentielle. L'arme du crime n'était pas sur place. À ce stade, les indices collectés sur la scène de crime ne mènent nulle part. Les enquêteurs se posent la question. Qui aurait bien pu en vouloir à un policier à la retraite, au point de le tuer de sang-froid, au beau milieu d'un cimetière? Pour tenter de le découvrir, l'équipe se concentre sur la vie de Roy et sur ses dernières heures. Le premier endroit où ils cherchent, c'est la clinique de désintoxication où travaillait Roy bénévolement. Un endroit rempli de patients qui, parfois, peuvent devenir violents. La brigade criminelle a l'habitude des meurtres liés à la drogue, comme de ceux commis pour voler de quoi s'acheter des stupéfiants. Étant donné qu'il travaillait dans une clinique, on s'est demandé s'il avait refusé d'aider quelqu'un. Avait-il un problème avec un patient? Monsieur Andrews avait-il beaucoup d'ennemis, comme certaines personnes dans la rue? Pour le savoir, les policiers examinent la piste des anciens toxicomanes que Roy fréquentait. On a immédiatement demandé une liste des gens qui avaient consulté ou parlé avec Roy. Je vais devoir examiner la liste des patients. Vous pouvez me la confier? Non, désolé, c'est confidentiel. On nous a répondu que c'était impossible sans une commission rogatoire de perquisition. Sans cette liste, difficile pour la police d'avancer. Alors il se penche sur son emploi du temps et se concentre sur les heures qui ont précédé sa mort. Ils apprennent que Roy avait quitté la clinique à 9h30 ce matin-là. Connaissant l'endroit où le corps avait été trouvé, il était facile de déduire qu'il rentrait chez lui. La clinique se trouve ici. Roy habite là. Quelle est l'heure de la mort? Le corps a été découvert à 10h. Nul doute, la clé de l'affaire se cache dans cet intervalle de 30 minutes. Afficher la frise chronologique des événements nous est très utile.
Il est très important d'obtenir toutes les informations possibles. Roy avait-il l'habitude de traverser le cimetière en rentrant chez lui? Les enquêteurs se rendent chez sa famille. Peut-être auront-ils la réponse à cette question. Bonjour Patricia. Bonjour. Mais ils doivent d'abord annoncer la terrible nouvelle à la femme de Roy. Asseyez-vous. J'ai demandé au lieutenant Valentine et Strone d'informer Patricia, la femme de Roy. Quoi? Elle était en état de choc. Le beau-fils de Roy, Robbie Peterson, était en larmes et très retourné. Robbie Peterson est le fils de Patricia. Né d'un précédent mariage, il était proche de Roy, son beau-père. Bouleversée, la mère de famille est dans l'incapacité de parler aux enquêteurs. C'est donc son fils Robbie qui accepte de répondre aux questions. Merci d'être venu. Il a déclaré au lieutenant Valentine qu'il aimait beaucoup Roy. Vous vous entendiez bien? Oui. Il l'admirait et il était proche de lui. Je sais que c'est dur. Il pleurait, il était effondré. Il ne voyait pas pourquoi on avait assassiné Roy. Il me manque. Vous ne l'avez pas vu ce matin? Non. Robbie affirme qu'il n'a pas vu son beau-père depuis la veille au soir. Roy est rentré de l'église dans son pick-up. Robbie est monté dans le véhicule et ils ont bavardé. On a juste parlé. De tout et de rien. Comment ça va? Et toi, ça roule? Durant la conversation, Roy s'est mis à saigner du nez et Robbie l'a aidé à stopper l'épanchement. Du sang a coulé dans le pick-up. Il y en avait beaucoup? À la fin, ouais. Pas mal. Pas mal. Mais d'après les policiers, il y en a trop pour qu'ils proviennent d'un simple saignement de nez. Face aux enquêteurs, Robbie justifie aussi la présence d'un autre élément retrouvé sur la scène de crime. Roy et lui collectionnaient des casquettes et en discutaient. Robbie reconnaît qu'il en portait une la veille au soir. Elle était noire avec écrit la semaine de la moto. Et Roy l'aimait bien. Il pensait l'avoir laissée dans le pick-up pendant leur conversation. Il aimait ma casquette. Il me le disait toujours. Vous avez raison. Elle y est. Je sais qu'elle est dans son pick-up. Je dis pas... Je sais qu'elle y est. La description que fait Robbie de la casquette confirme qu'elle lui appartient. Bien qu'il coopère, le beau-fils n'est pas encore écarté de la liste des suspects. Il semble être le dernier à avoir vu Roy vivant. Les enquêteurs perquisitionnent son véhicule et vérifient son alibi à l'heure du crime, entre 9h30 et 10h. C'était vers 9h. Vers 9h? Et vous avez travaillé jusqu'à l'arrivée de la police? D'après les dires du beau-fils, il aurait travaillé chez un voisin toute la matinée. De plus, aucun témoin n'a vu son pick-up rouge dans le cimetière. Robbie Peterson est écarté de la liste des suspects. Sans éléments nouveaux, les enquêteurs se focalisent sur les indices retrouvés sur la scène de crime. Tout d'abord, les empreintes de chaussures découvertes près du véhicule de Roy. Elles pourraient donner un indice précieux sur l'identité du tueur. Mais là encore, les résultats du laboratoire scientifique ne donnent aucun résultat. On n'avait pas le moindre élément pour nous mettre sur la piste d'un suspect. Refusant de baisser les bras, le lieutenant Karen Smith de la police scientifique tente par tous les moyens de trouver un indice sur le véhicule de la victime. Tout ce qu'on avait trouvé dans le pick-up nous portait à croire qu'il y avait eu un combat rapproché. Il luttait pour sa vie, et malheureusement, il a perdu. Et celui qui l'avait tué lui en voulait personnellement. Il y avait une vendetta contre Roy Andrews, et on ne savait ni qui ni pourquoi. Le sang avait tout éclaboussé. Il y avait des taches dans l'habitacle et sur la vitre coulissante qui se trouve derrière dans un pick-up. Si c'est la trace d'une main, on peut trouver une empreinte partielle. Elles étaient trop indistinctes pour effectuer une identification. À ce stade, malgré tous nos efforts, on n'avait pas d'empreinte digitale.
On ne s'attend pas à ces résultats. On est dégoûté. Je ne comprenais pas qui aurait pu faire ça à une personne comme lui. J'aurais pu comprendre si mon père s'était mêlé de choses qui ne le regardaient pas, mais c'était pas le cas. C'était un policier retraité, un intervenant en toxicomanie. Alors je ne voyais que quelqu'un de la clinique. Les enquêteurs retournent à la clinique avec une commission rogatoire. Venus chercher un suspect parmi les toxicomanes, ils sont interpellés par une collègue de Roy. D'après cette témoin, la vie chez Roy n'était pas aussi rose qu'elle y paraissait. Je dois vous dire que Roy avait des soucis. Roy avait pris du temps pour aller à la banque avec sa femme s'occuper d'histoires d'argent. Madame Andrews aidait Robbie financièrement. Et Roy l'avait mauvaise, parce qu'il trouvait qu'elle lui donnait trop d'argent. La cause de sa mort serait-elle une histoire d'argent? Les enquêteurs étudient les relevés bancaires de Patricia, sa femme. Madame Andrews donnait beaucoup d'argent à Robbie. Des milliers de dollars. Ma belle-mère payait pour toutes les lubies de Robbie. C'était un point de discorde entre elle et mon père quand il a pris sa retraite. Elle lui donnait tout ce qu'il demandait. Elle prenait en charge toutes ses obligations financières. Elle payait ses factures, ses assurances. En un an, elle avait donné un total de 24 000 $ à son fils. Je ne me doutais pas qu'une partie de cet argent venait du compte de mon père. Évidemment, mon père ne s'en doutait pas non plus, et c'est ce qui a provoqué des tensions entre eux. Il en a eu assez et il lui a repris le chéquier. Robbie avait besoin d'argent, et il n'y avait plus accès. Ça peut être un gros mobile de crime. Après avoir été écarté de la liste des suspects, Robbie Peterson, le beau-fils de Roy, est de nouveau dans le collimateur des enquêteurs. Il était cupide. Il voulait l'argent que lui donnait sa mère et Roy allait se mettre en travers de son chemin. L'argent est l'un des mobiles les plus puissants pour tuer quelqu'un ou le faire tuer. La famille de Roy a du mal à y croire. Quand j'ai vu Robbie, il était bouleversé et en larmes. Il connaissait mon père depuis qu'il avait 15 ans. Mon père avait un cancer et mon demi-frère l'avait soutenu. Il aimait beaucoup papa. 36 heures après le meurtre, Patricia, la femme de Roy, est enfin capable de répondre aux questions. Les enquêteurs commencent par l'interroger sur les agissements de son fils. Lors de son audition, Robbie avait déclaré avoir vu son beau-père pour la dernière fois la veille du meurtre. Mais ce qu'elle raconte aux policiers sème le doute. Ces déclarations ne cadraient absolument pas avec ce que Robbie nous avait dit. Elle ne l'avait pas vu discuter avec Roy. Elle ne se souvenait pas de les avoir vus ensemble dans le pick-up. Roy était parti à l'église. Roy n'avait pas l'habitude de saigner du nez. Et il n'avait pas eu de saignement ce soir-là. Robbie ne portait pas de casquette ou d'autres chapeaux. Si Robbie a menti et n'a pas vu son beau-père la veille du meurtre, que faisait sa casquette au cimetière? Et un autre détail sur son emploi du temps va interpeller les enquêteurs. Patricia n'avait aucune information précise sur les déplacements de Robbie. Elle ne se rappelait pas qu'il était arrivé à 7 heures, comme il nous l'avait dit. Il était venu pour travailler chez les voisins, mais c'était beaucoup plus tard, après 9 heures. Bonjour. Pour en avoir le cœur net, les agents se rendent chez la voisine pour l'interroger. J'enquête sur un meurtre. Robbie est arrivé chez elle vers 9 heures pour se mettre au travail. Sa camionnette était garée en face, chez sa mère. La voisine est partie faire des courses et n'est pas rentrée avant 11h30. À son retour, le véhicule était garé devant chez elle. Un détail surprenant. Alors qu'il était censé être chez sa voisine pour effectuer des travaux, Robbie a changé soudainement son véhicule de place entre 9h et 11h30. Serait-il parti quelque part pendant ce laps de temps pour revenir ensuite se garer ailleurs? Ce qu'il avait fait et où il était allé entre 9h et 11h30 restait nébuleux. On a suivi la piste de Robbie Peterson. On s'est mis à sa recherche. Il avait eu des problèmes par le passé. Il avait été condamné. Il était donc connu de la justice. C'était un homme dans la quarantaine,
Au chômage, peut-être toxicomane. Je savais que Robbie faisait des choses interdites. Mon père l'avait sorti du pétrin à de nombreuses reprises. Mon demi-frère était passé maintenant à la consommation de drogue dure. Un passé trouble et des déclarations mensongères. Le comportement de Robbie inquiète de plus en plus les enquêteurs. Mais ils ont besoin d'éléments plus tangibles pour le relier au crime. Ils espèrent que les résultats de l'autopsie leur permettront de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Sur place, on n'avait aucune idée de l'étendue des blessures de Roy. Le côté gauche de sa tête présentait une série de marques en demi-lune. Et l'orbite gauche était fracassée. On l'avait frappé avec un coup de poing américain. Il était en vie à ce moment-là. Il y avait des hémorragies sous-cutanées. Il avait reçu 2 balles. La première était entrée devant son oreille droite, l'autre derrière son oreille gauche et était sortie par le sourcil. Oui, les blessures par balle sont confirmées. Les résultats de l'autopsie sont précis et apportent quelques indications. Mais la police n'a toujours pas l'arme du crime, la preuve essentielle qui relierait Robbie au meurtre. Les agents décident de perquisitionner son domicile. Ils apprennent que l'homme loge dans un hôtel. J'ai fouillé sa chambre avec le lieutenant Simpson. On a trouvé du matériel de drogué et des résidus de drogue qu'on a confisqués. Y avait-il une arme? Y avait-il des vêtements ensanglantés? La salle de bain? Aucune arme dans la chambre. Mais ils saisissent des vêtements afin d'y chercher des traces de sang de Roy. Le sang avait probablement éclaboussé le meurtrier. Ses chaussures, ses chaussettes, son slip, son pantalon. On a collecté tous les éléments de preuve potentiels. Sans l'arme, le tueur pourrait leur échapper. Une perspective inacceptable pour les anciens collègues de Roy. Eileen, vois avec Scott pour monter une équipe de surveillance. D'accord. « 40 heures après le début de l'enquête, l'alibi de Robbie ne tient plus. Mais personne n'est en mesure de dire où il se trouvait au moment du drame. 3 heures, les gars. On a 3 heures. Personne ne l'a vu? Personne. Aucun témoin ne pouvait confirmer ce que Robbie avait fait entre 9h et 11h30. Les vêtements expédiés au labo n'ont rien révélé de concluant. On se disait qu'on allait obtenir quelque chose. Alors rester le bec dans l'eau, c'était terriblement frustrant. Les policiers ne peuvent toujours pas incriminer Robbie. Alors ils récupèrent les images de caméras de surveillance de l'hôtel où il loge. Objectif, vérifier ses allées et venues sur les 3 derniers jours. L'équipe visionne la vidéo quand soudain... C'est lui. On voyait Robbie sortir de sa chambre d'hôtel à 6h02 le matin du meurtre. Au moment où il est passé sous la caméra, il portait un jean foncé, un t-shirt et une casquette de baseball noire. Quand on l'a vu sortir de sa chambre, on a fait « Stop, attends ». On a fait un arrêt sur image et en voyant la casquette, le lieutenant Baker et moi, on s'est tapé dans la main, on sautait de joie. L'image est floue, mais les enquêteurs notent un détail troublant. Sur la vidéo, Robbie porte effectivement une casquette qui ressemble à celle retrouvée sur la scène de crime. Un peu plus tard, à 10h14, on observe M. Peterson qui rentre à l'hôtel et tente d'ouvrir la porte extérieure. L'équipe de surveillance le voit passer un coup de fil, sa petite amie descend lui ouvrir et il remonte l'escalier dans le champ de la caméra. Il s'était changé et n'avait plus de casquette. Il ne portait pas sa casquette parce qu'il l'avait laissée à côté du pick-up, près du corps de Roy. On avait pensé dès le début qu'elle était importante. Et on avait raison. Il était là-bas, près du pick-up. Ça ne suffit pas. Ça a été un tournant dans l'enquête. C'était incontestablement la casquette retrouvée sur les lieux.
Ça ne prouvait toujours pas qu'il avait tiré, mais on savait qu'il était présent sur la scène de crime. Mais cela ne justifie toujours pas une arrestation. Les policiers se focalisent alors sur son téléphone portable. Merci. C'est quoi? Les fadettes. On avait interrogé Robbie qui nous avait raconté ce qu'il avait fait. Quand on a comparé son histoire avec les données téléphoniques, il est apparu clairement qu'il se trouvait dans le secteur où le meurtre avait eu lieu, au moment où il avait eu lieu. Et les relevés téléphoniques de Robbie apportent des informations supplémentaires. On s'est intéressé aux personnes à qui il avait parlé avant que le meurtre soit commis et immédiatement après, et de quels endroits ces appels avaient été passés, près de la scène de crime ou ailleurs. On a vite identifié un numéro qui se distinguait. Il avait été composé très fréquemment dans un créneau horaire proche du meurtre. Il appartenait à un certain Jimmy Jackson. J'ai un dossier sur lui. Tiens, voilà son casier. Il est long comme le bras. Jimmy Jackson, un individu bien connu des services de police. Vu la plage horaire des appels et leur fréquence, à la fois avant et après le meurtre, son implication était très probable. Ouais, il faut parler à ce type. Fais-le venir. J'ai demandé au lieutenant Simpson d'aller chez lui, juste pour surveiller la maison et le tenir à l'œil. Son permis lui avait été retiré. Il n'avait pas le droit de conduire. Je suis passé devant chez lui et il était là. Je l'ai reconnu. Alors j'ai tourné au coin et je me suis planqué. Et puis j'ai vu M. Jackson quitter son domicile dans sa voiture. Après quoi, il a brûlé un stop. Il a été interpellé et conduit au poste. Il n'a pas posé beaucoup de questions. C'est toujours l'indication que la personne sait pourquoi elle est là. Il n'a pas eu l'air déstabilisé quand il a appris qu'il était à la brigade criminelle. Ça m'a conforté dans l'idée qu'il était impliqué. Je lui ai montré des factures de portable et demandé s'il reconnaissait un numéro. Oui. Il a dit que c'était celui de son ami Robert. On lui a montré une série de photos pour voir s'il désignerait Robbie Peterson comme la personne qu'il appelait Robert. Et il l'a fait. Il est ressorti de cette conversation qu'il était dealer et qu'il fournissait Robbie. C'est pour ça qu'il communiquait si souvent. Mais si Jimmy admet être en contact avec Robbie, il nie toute implication dans le meurtre de Roy. Il nous avait donné tellement de versions de sa journée, le lundi du meurtre, que j'avais de gros doutes sur son histoire. Mais il était catégorique, il n'était pas impliqué. Par contre, il rapporte aux enquêteurs une conversation qu'il avait eue avec le suspect quelques jours avant le drame. Durant son audition, M. Jackson m'a raconté qu'environ 2 semaines avant le meurtre, Robbie s'était plaint que M. Andrews lui coupait les vivres. Il allait s'occuper de Roy, lui régler son compte ou demander à quelqu'un de le faire à sa place, parce que ça lui causait plein de problèmes et qu'il perdait beaucoup d'argent. Pour tenter de piéger le suspect, Jackson accepte de coopérer et d'appeler Robbie. C'est bon? Oui, ça tourne. Allez-y. On avait 2 raisons pour vouloir que M. Jackson appelle M. Peterson. Premièrement, s'il n'était pas impliqué, ce serait évident. Et deuxièmement, si M. Peterson reconnaissait quoi que ce soit d'utile pour l'enquête, ça nous permettrait de coffrer quelqu'un qui le méritait. Hey, écoute. Il a expliqué à Robbie qu'il avait appris la mort de Roy. Il voulait savoir comment ça allait, ce qui s'était passé. Aucun de nous ne s'attendait à entendre ce qui a suivi. Robbie a dit « ouais, c'était moi ». Et il a carrément avoué au téléphone qu'il était le meurtrier. Que M. Jackson amène M. Peterson à expliquer, lors d'un coup de téléphone, qu'il avait tué son beau-père, c'était stupéfiant. J'ai échangé un regard avec le lieutenant Baker. On le tient. Mais pour incriminer définitivement le meurtrier, les enquêteurs vont aussi avoir besoin d'aveux plus circonstanciés. Il fallait que Robbie donne des détails très précis que seul le tueur pouvait connaître. Et il avait envie de parler de son crime.
Il voulait s'en vanter devant Jimmy, mais pas au téléphone. Ils se sont donc donné rendez-vous pour en discuter. On n'avait pas besoin de l'attirer. Il voulait voir Jimmy pour lui raconter ce qu'il avait fait. Mais on avait besoin de temps. Alors Jimmy lui a dit qu'il était à l'extérieur, mais sur la route du retour. Il se trouvait à 1h30 de Jacksonville et il appellerait Robbie dès qu'il serait arrivé. Ça nous laissait le temps de préparer l'opération. Je pars maintenant, donne-moi 1 heure. À 10h au plus tard. L'opération est mise en place. Les policiers espèrent que Robbie mordra l'hameçon. Monsieur Peterson croyait qu'il allait le voir, acheter de la drogue et bavarder avec lui. Pas plus. Le piège était parfait. Il se croit très malin, ça va causer sa perte. On a posé des micros à l'intérieur du véhicule de Monsieur Jackson. On a également pris la précaution d'équiper Monsieur Jackson lui-même. Et on a placé un téléphone portable ouvert dans la boîte à gants pour entendre la conversation. On sue à grosses gouttes. C'est éprouvant. On se demande si ça va vraiment marcher, si tout va bien se passer. Et si on va obtenir ce qu'il nous faut pour l'enquête. Tu veux tous les détails? Tu vas encaisser? Robbie est allé au cimetière et il s'est garé. Il savait que M. Andrews avait l'habitude de passer devant le cimetière sur Beach Boulevard et il lui a fait signe. Il a dit qu'il était en panne et qu'il avait besoin d'aide. Roy a essayé de l'aider et Robbie a profité de sa gentillesse pour l'attirer hors de vue et le tuer. Et il a dit à Jimmy qu'il l'avait frappé avec un coup de poing américain. Je lui ai explosé le crâne. Je voulais le battre à mort et l'emmener ailleurs. J'ai dû rester là à écouter chaque mot. Je n'arriverai jamais à me les faire sortir de la tête. Je l'ai tabassé grave, mais il voulait pas crever. Je lui ai fait sauter les dents et un œil. Putain, et le salopard refusait de clamser, alors j'ai fait bang bang. C'est comme ça que je l'ai expédié. Et ces bang bang représentaient les 2 coups de feu qu'il avait tués. Bang bang. Avec un pistolet? Ouais. Ça m'a rendu malade quand j'ai entendu ça. J'en avais la nausée. J'ai le cran de faire ce qu'il faut. Il a dit qu'il s'était occupé de la camionnette. Putain, je lui ai foutu le feu le même jour. Terminé. Disparu. Le pistolet, les vêtements, il n'y avait plus rien. Il s'était débarrassé de toutes les preuves. Ce que je portais, le véhicule que je conduisais et l'arme, ils les trouveront jamais. Il était tellement insensible, tellement méprisable. Il était fier de lui. Il était super fier. Et il se croyait plus malin que nous. Je t'emmerde, qui que tu sois. Tu peux bien être l'inspecteur Clouseau, tu m'auras pas, connard. Robbie Peterson se trompe lourdement. Avec ses aveux en direct, les enquêteurs ont désormais tout ce qu'il faut pour l'arrêter. Main en l'air! Sortez! Sortez! Sortez de la voiture, gardez les mains bien en vue! Monsieur Peterson, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. On était soulagés. Tous ceux qui aimaient Roy étaient soulagés que Robbie soit bouclé. Il allait payer pour son crime. Le boulot n'était pas terminé, mais pour lui, c'était fini. Malgré les preuves et les aveux enregistrés, Robbie Peterson nie les faits qui lui sont reprochés. J'aimais beaucoup Roy, il m'a rien fait. Regardez-moi. Je l'aimais. On n'en est plus là, d'accord? Robbie prétendait qu'il était saoul et drogué. Et il refusait de parler. Alors on a passé l'enregistrement de ses aveux. C'est vous dans le pick-up. Ouais. Vous racontez le meurtre. Non, je me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. Quelqu'un portait un micro ou quoi?
Vous commencez à piger. Ça rentre. Il a demandé à un avocat et invoqué ses droits. Très bien. Pour la famille de la victime, le choc est rude. J'ai appris que Robbie avait été arrêté pour le meurtre de mon père. Je ne comprends pas comment il a pu faire ça, commettre un crime et se comporter comme si de rien n'était. J'étais complètement retourné. Je ne comprends pas comment il pouvait vouloir la mort de quelqu'un qui en faisait tant pour les autres. On savait que le procureur n'aurait aucun mal à plaider devant le tribunal. Le procès de Robbie Peterson s'ouvre en 2009. Il risquait la peine de mort. Et à juste titre. Le jury le reconnaît coupable d'assassinat. Il est condamné à la peine de mort. Robbie avait passé du temps à préparer le crime. Il avait réfléchi à diverses possibilités et aux moyens d'action de la police. Il pensait qu'il ne serait pas pris. Je me suis senti très soulagé. Je n'avais aucun doute, c'était lui. Il a été condamné à mort et c'était mérité. Les gens comme lui n'ont rien à faire dans la société. Il avait passé sa vie au service des autres. Envoyer son beau-fils dans le couloir de la mort lui a rendu justice. Et j'espère que cela a permis d'honorer sa mémoire et d'apporter une certaine satisfaction à sa famille. En 2017, une nouvelle loi constitutionnelle contraint la Cour suprême de Floride à commuer sa peine en réclusion criminelle à perpétuité. J'avais peur qu'il puisse sortir, mais c'est impossible. Il sera dans un endroit où il ne pourra plus faire de mal. Il sera à l'isolement. Il ne pourra plus détruire la vie de quelqu'un comme il a détruit la mienne. C'était un crime odieux, et vu la façon dont il l'a préparé et mené à bien, il est exactement là où il doit être. Ce qui est arrivé à Roy est horrible. Quand justice lui a été rendue et que le jury est revenu avec un verdict de culpabilité, oui, ça a été le seul bon moment de cette affaire. J'aurais souhaité dire encore à mon père que je l'aimais. Et que je serais là pour lui parce qu'il était là pour moi.